À de Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 25 août 2026, consacrée pour sa partie artistique à un peintre breton dont ma camarade va vous dresser le portrait, mais vraiment le portrait, vraiment portrait. À Racaille, le retour. Et oui, l'envie pour cette émission de vous faire partager une belle découverte artistique autour d'un travail de mémoire exceptionnel. Une escapade estivale bretonne dans les Côtes-d'Armor, entre Paimpol et Pontrieux, au domaine de la Roche-Jagu, un château du XVe siècle entouré d'un parc paysager et de jardins bucoliques, thématiques et potagers surplombant les méandres du Trieux, pour une exposition dans cet édifice des tableaux de Lucien Pouédras. Qui est donc ce Lucien Pouédras? Il est né en 1937 dans le village de Languidic, dans le Morbihan. Son père est né en 1909 et son grand-père en 1875. Il porte ainsi la mémoire de plus d'un siècle d'histoire agricole. Lucien Pouédras passe son bac au lycée de Lorient après l'arrêt de la ferme familiale et commence à travailler dans une entreprise agroalimentaire. Il fait des études de gestion en Suisse. Il découvre une agriculture respectueuse des paysages, alors que dès 1960, le remembrement a commencé en Bretagne, détruisant le bocage et les landes de sa commune. Ce sont les nouveaux paysages qu'il découvre à son retour de la guerre d'Algérie. Entre 1966 et 2006, il est conseiller pour des entreprises de production agricole et de transformation. À partir de 1968, il commence à collecter des témoignages, à convoquer sa mémoire d'enfant de paysan et en 1970 réalise sa première peinture à l'huile en autodidacte dans un style que l'on qualifierait de naïf. À partir de 1985, il travaille en coopération avec l'écomusée de Saint-Dégand dans le Pays d'Auray et en 2006, ce sont 400 tableaux qui retracent la vie d'avant, le remembrement et témoignent de l'harmonie qui existait entre les paysages, les bêtes et les humains. On peut dénombrer dans son œuvre pas moins de 1200 enfants, 2000 adultes, 300 chevaux, 12 500 arbres, 3000 pommiers. Quand on lui demande d'expliquer sa démarche, il cite 3 sources d'inspiration. Celui de l'enfant, qui se souvient de son vécu entre 5 et 14 ans, l'adulte, qui cherche à préciser ses souvenirs d'enfant pour mieux les placer face à la modernité arrivée brutalement, puis le peintre, qui naît à force de vouloir retrouver les lieux, l'atmosphère de ce qu'il a connu. Et c'est toujours le peintre qui a dernier mot. L'enfance est omniprésente dans ses toiles, car le cadrage adopté est celui d'un enfant grimpé dans un arbre. Il va faire une recherche pour chaque toile, prend des notes, il fait des croquis pour constituer un dossier préparatoire. Et l'exposition présente également certains de ces croquis en format agrandi qui sont sur le chemin de ronde du château. Et il présentera en plus, mais ça on en parlera après, une petite merveille que ces oiseaux en bois sculpté, des oiseaux de toute taille dans des bois rares qu'il trouve pendant les séjours dans le Tyrol. Et de retour à l'atelier, il les peint. Donc voilà, donc j'ai fait découvrir à Robert ce travail du peintre et coup de chance sur internet, on a pu rencontrer, il y a 2 films, 2 documentaires qui montrent son travail. Donc Robert, tu as pu largement autant que moi découvrir son œuvre à travers ces documentaires. Oui, alors, une découverte assez extraordinaire que m'a fait partager ma camarade de combat Piquet, qui voyage beaucoup, comme vous pouvez vous en rendre compte, alors que moi je fais du voyage assis. J'ai été complètement bouleversé par cette histoire de remembrement, parce que, comme vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, j'ai vécu une partie de mon enfance à la campagne, en Bigorre, au plus près de la terre. J'ai participé aussi aux travaux des champs, etc. Et donc, d'écouter, surtout dans son documentaire qu'a évoqué ma camarade, mais aussi, évidemment, ses peintures, les images, qu'on a pu voir de lui, ça me parle d'autant plus justement parce que je sais ce que c'est que la petite paysannerie, leur travail de la terre, etc., si vous voulez, c'est un travail de subsistance, c'est-à-dire que ces petits paysans
n'avaient besoin d'acheter absolument rien sauf l'huile et les bottes de sardines à l'huile, pour comme c'était les jours de fête, voilà, mais ils vivaient absolument de leur production, comme l'évoque ce fils de paysan, arrière-petit-fils et petit-fils de paysan, voilà, et cette reconstruction picturale de son enfance sur une terre bretonne de, comment dirais-je, de bocage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, quand on voit ces images, c'est presque comme un rêve. Quand tu sais, on fait des rêves des fois, voilà, avec des images qui disparaissent au réveil, mais qui ont existé pendant nos rêves, et parfois on en a encore quelques restes dans la tête. Ça, c'est vraiment un arrache-cœur, parce que surtout pour la Bretagne, le bocage breton, comme le bocage vendéen, c'est un millénaire ou plus, peut-être 2 millénaires, peut-être 3 millénaires, d'une agriculture familiale à l'échelle familiale, à l'échelle humaine, pour nourrir des petits paysans qui ont façonné ce paysage, qui protégeaient les cultures en même temps, qui protégeaient la nature, voilà, qui d'un seul coup, avec des bulldozers, un petit peu comme les Israéliens quand ils rasent les maisons à Gaza, voilà, là c'est le bocage breton, pour en faire une espèce de Beauce bretonne, parce que ça enlève non seulement les talus, ça enlève même des petites bosses de terrain, etc. Ça arrase tout pour faire la Beauce en Bretagne. Pour faire passer les tracteurs. Et après mettre des intrants chimiques. Alors après, c'est le bétonnage des routes, enfin le bétonnage ou le goudronnage des routes, etc. Justement pour la circulation, pas seulement des tracteurs, mais des machines agricoles qui pouvaient pas circuler dans les chemins creux. Voilà, ouais. Voilà. Alors, effectivement, pour revenir à son travail, l'exposition, il y a 124 tableaux sur 2 étages. C'est une exposition qui est très dense. Celui, je disais, il en a fait au moins 400. Et en fait, chaque tableau, c'est un moment très précis. Donc, il a peint tous les mois de l'année, chaque saison, et que ce soit la récolte des choux, que ce soit aussi quand les familles avaient beaucoup de pommiers, donc la récolte des pommes, la fabrication du cidre. On voit, il y a vraiment chaque activité agricole est représentée avec une précision incroyable, et il se représente lui quand il est enfant, avec ses frères, avec sa sœur. Enfin, quand on l'écoute dans ce documentaire, on voit, il sait raconter vraiment précisément ce qui se passait à ce moment-là. Et il y a un tableau, alors je sais plus si c'est dans l'exposition, mais où c'est son père qui répare un de ses sabots avec du fer matériel de forgeron, justement parce qu'il fallait récupérer les sabots. On voit les tableaux en hiver quand les enfants faisaient des glissades avant d'aller à l'école. On voit comment les villageois, parce qu'il y a c'est un ensemble de villages, en fait, pouvaient parler au-dessus des haies, comment ils travaillaient 15 heures par jour l'été, comment ils se retrouvaient près du feu l'hiver. Enfin, faire les veillées. Et en fait, tout ça est représenté avec une... C'est pour ça que on dit qu'il est naïf, parce qu'il n'y a pas de perspective vraiment dans ces tableaux. Après, peu importe. En fait, ce qui est important, c'est vraiment... il représente... Moi, je trouve qu'il y a des couleurs. Il représente les arbres. Il peut nous dire quel arbre c'est, ce qu'on faisait à ce moment-là. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment bouleversant. Alors, avoir l'exposition, c'était énorme, parce que sur chaque tableau, il y avait un petit cartel avec une explication qui racontait ce qui se passait sur le tableau. Bon, quand on n'est pas paysan ou qu'on ne peut pas ingurgiter forcément tout ce savoir, mais en tout cas que ce travail existe, qu'il ait pu le représenter ainsi, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est une richesse, effectivement, c'est un travail de mémoire comme il n'y en a pas sur cette région. Ah oui, on se demande même comment il a pu retrouver toutes ces histoires, toutes ces anecdotes, tous ces petits détails de la vie rurale d'avant le remembrement. C'est vraiment... Et qu'il est dans la tête... parce que ce qu'il peint, c'est vraiment la représentation exacte du cadastre de l'époque, de ces chemins creux, de ces taillis, de ces... Voilà, si vous voulez,
il arrive devant sa toile, avec son petit pinceau, avec ses petites couleurs, à faire non seulement un travail de peintre, mais un travail de géographe. Il refait le cadastre tel qu'il existait dans son enfance. C'est ça qui est absolument extraordinaire, parce que si c'était déjà ce travail de mémoire en peinture, c'est déjà extraordinaire, mais vous pouvez poser dessus un calque avec l'ancien cadastre et vous aurez exactement l'ancien cadastre dans sa tête. Il le fait, il le réalise avec de la peinture à l'huile sur des toiles. Ouais. Il y a vraiment tout ce quotidien, comment vous allez fagot. Et après, dans le deuxième documentaire où il y a l'écomusée à côté d'Auray, il reprend justement cette histoire de fagot en montrant comment on allumait un feu, comment ça pouvait tenir, enfin comment ça pouvait prendre avec la bûche, comment après Noël on mettait le sabot près de la cheminée et que le Père Noël allait venir. Enfin, je trouve que et lui c'est quelqu'un qui est complètement abordable, c'est-à-dire que effectivement au début du premier documentaire il raconte avec une dame qui était là, qui était une enfant comme lui, une voisine, comment il jouait dans terre. Moi ça m'a déjà fait pleurer parce que elle se rappelle que oui c'était leur terrain de jeu, il y avait un vieil arbre qui était là, qui a été arraché, enfin, et après quand on voit ces bulldozers qui arrachent les haies, tous ces kilomètres de haies qui ont été arrachés, enfin c'est... Oui, et puis on voit dans le documentaire un vieillard, un vieux paysan, mais tout rabougri, tout cassé, qui, le bulldozer est en train d'araser les talus, etc., les chemins creux et tout, et il ramasse une petite brindille par terre, tout délicatement, pour la poser à côté, sur un tas de bois arraché, voilà. Il y a des détails comme ça qui semblent complètement dérisoires, mais qui parlent vraiment au cœur même des gens comme nous, qui sommes des gens de la ville. Parce que bon, l'enfance c'est une chose, mais après, c'est presque un siècle, 2 siècles enfin, non, un siècle, faut pas que je dise non plus. Je suis pas la momie de Racière Capac, mais bon. Non, il y a que le maximum de nos auditeurs et des amis de nos auditeurs regarde et commente et fasse voyager ce documentaire sur ce peintre, c'est la Bible. Ouais, parce qu'il y a aussi, alors il y a la vie dans les champs qui est donc très 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 précise. Ah oui. Et puis il y a aussi la vie sociale, donc il y a aussi la cour d'école avec un cours de sciences naturelles, avec tous les enfants qui sont là. Classe aussi. Voilà, la salle de classe. Et puis il y a le cinéma dans un bistrot. Ça c'est absolument absolument génial, quoi. Et donc on est au cœur de cette Bretagne. Quand il parle vraiment de l'harmonie qui régnait, je trouve que c'est ça vraiment le fil conducteur, c'est de voir comment il y avait cette autosuffisance, comment tout ça fonctionnait. Et il y a le livre, une BD qui est sortie d'Inès Léraud sur et Paul Van Hove justement, qui s'appelle Champ de bataille, qui raconte toute l'histoire du remembrement, pas seulement en Bretagne, hein, également en France. Et justement, quand elle parle de la Bretagne, elle insiste sur le fait que tous ces pommiers, c'était aussi une ressource supplémentaire qui leur permettait de vivre. Bien sûr. Et il y a aussi, si vous voulez, moi j'ai assisté à ça quand j'étais enfant, en Bigorre, le battage du blé. Et en Bretagne, avant le remembrement, c'était le cas. Il y avait une batteuse qui venait, et puis il y avait tous les paysans des alentours du village ou du hameau qui venaient aider à dépiquer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on mettait des gerbes de blé sur cette batteuse qui battait donc ces gerbes, et d'un côté il y avait la paille qui sortait en botte ou en botte de paille à ficeler, et de l'autre côté il y avait le grain qui remplissait des sacs. Et voilà, et on l'emmenait. Alors il y avait une équipe qui emmenait les sacs au grenier pour les vider sur le plancher des greniers qui était nickel, on avait fait le ménage et tout avant, et puis les bottes de paille qui allaient alimenter le nouveau paillet. Voilà. Et avec le remembrement, tout ça a disparu, puisque ce sont des moissonneuses, batteuses, lieuses qui ont remplacé l'ancienne entraide paysanne pour ce qu'on appelait les battages, le dépiquage, parce que la moissonneuse, lieuse, batteuse, elle faisait tout le boulot. Voilà. Il y avait besoin de 2 personnes pour faire le travail,
alors qu'avant, c'était tout un village qui s'y collait, voilà. Ouais, puis oui, effectivement, on voit bien toute cette entraide. Enfin, moi, ça m'a bouleversée. Oui, parce que ça fait disparaître des traditions millénaires. Et c'est pas pour aimer les traditions, c'est pas par traditionnalisme, c'est qu'il y avait réellement un écosystème qui fonctionnait avec les hommes, les animaux et de l'entraide, et que il y avait une terre qui vivait en fait. Voilà. C'est ça, et que cette terre, peu à peu, on l'a fait mourir avec les intrants chimiques, avec tout ce. Puis avec le ravinement, puisque le bocage, c'était des haies, c'était etc., qui empêchaient la terre de partir avec la pluie, avec le ruissellement des eaux, sans haies, sans machin, l'eau part avec la terre, voilà, et ça appauvrit considérablement les sols. Il y a tout. Alors, disparu l'entraide, parce que même si vous étiez fâché avec votre voisin, par exemple, pour ces travaux agricoles communs, comme le battage du blé, il venait. Il n'y avait pas de tous ceux qui pouvaient pas se piffer, des querelles qui remontaient des siècles en arrière, ils venaient aider, parce que eux-mêmes sont aidés par les autres qui, voilà, il y avait tout ça disparaît, c'est-à-dire la vie disparaît carrément. Les campagnes sont vides, il n'y a plus personne. Après, il y a eu l'exode rural, effectivement. Oui. Parce que en même temps, alors ce qui est atroce dans cette histoire racontée par cet homme, ce Breton, c'est que toute la paysannerie qui a été remembrée, il y a quelques gros paysans qui sont restés, qui rachetaient les terres, etc., des petits paysans, et il y a eu un exode rural considérable, mais tout ça, c'était prémédité par ceux qui ont pensé le remembrement, en vidant les campagnes des petits paysans qui sont allés travailler dans les usines, de voitures, etc. Voilà, ça fait le prolétariat des années 60, chez Citroën, chez Renault, chez tous ces grands, ou les grandes usines de fonderie ou de métallurgie, etc. Voilà. Tout ça, parce que ça s'est pas fait comme ça par hasard. Tout était pensé. Ça a commencé, effectivement, ça a commencé à la fin de la Première Guerre mondiale, avec Pétain, avec Vichy, et ça a été continué après, même sous la Ve République, effectivement. Et on a remboursé le plan Marshall aux Américains. Il y a les tracteurs américains qui sont venus, qui étaient des machines invraisemblables, géantes, etc. Tout le matériel agricole qui a succédé au remembrement venait des États-Unis. Parce qu'il fallait recycler tout ce qui n'avait pas servi pendant la guerre. Parce que comme par exemple, il y avait beaucoup d'intrants, etc., qui étaient recyclés de la guerre. C'était quelque chose de, si vous voulez, l'asservissement de l'agriculture française au grand capital. Donc, oui. Dont la FNSEA, alors il faut rappeler aussi que la FNSEA a été un des acteurs majeurs de cette tuerie paysanne. Et donc effectivement là on fait une émission qui est autant artistique que politique, parce que c'est vraiment c'est vraiment imbriqué, quoi. Et moi c'est ce que j'ai ressenti dans cette exposition, c'est que c'est vraiment c'est une chouette expo, on est content de s'y balader, mais on peut pas la déconnecter du politique qu'il y a derrière, quoi. Absolument même si lui ne dit pas avoir une démarche politique, son travail de mémoire est politique. Tout à fait. Non, ça c'est, et puis c'est un sujet vraiment, comme le dit ma camarade, un sujet de réflexion très important sur la manipulation du pouvoir politique. Voilà. C'est vraiment hallucinant de constater à quel point les politiques, le gouvernement, l'État peut nous manipuler. Et ça en est une manifestation, mais vraiment éclairante. Oui, parce qu'on a fait croire qu'on voulait une France beaucoup plus productive, donc il fallait agir de cette manière-là pour avoir de plus grandes parcelles, pour produire plus. Et ce qui était effectivement une grosse arnaque, et les paysans se sont complètement fait avoir quand on leur a pris leurs terres, on leur a redonné d'autres parcelles, on les a très peu indemnisés, enfin voilà. Et moi-même, j'ai eu une parcelle dans le sud profond, et ma parcelle, c'est un rectangle sur je ne sais plus combien de centaines de mètres, et dans ce rectangle, il y avait les traces des parcelles qui avaient été remembrées. Et parce que c'était des parcelles il y avait des murs de pierre sèches
pour les délimiter. Comme en Bretagne, c'était des haies qui délimitaient. Dans le sud, en Provence, c'était un pays de pierres calcaires. On ramassait des pierres tout le temps, on épierrait les champs en permanence. Eh bien, ces champs épierrés, ils en faisaient des clôtures. Les paysages étaient bornés comme ça, voilà, par des clôtures en pierre. Et moi, sur ma bande de terre d'1 hectare, là, il y avait des morceaux de 2 ou 3 parcelles. Et du coup, tu veux terminer en parlant de ces petits oiseaux sculptés qui sont... Ouais. Alors là, c'est au château, en fait, c'est juste dans une petite pièce où il y a des cages avec ces oiseaux. C'est vraiment dommage qu'il n'y en ait pas plus parce que effectivement, ils sont complètement jubilatoires. Oui, alors incroyable. Comme il a inventé en quelque sorte sa manière de travailler en peinture, il a inventé aussi sa manière de sculpter dans des bois de cerisier qui lui tombaient sous la main. Puis ça ne manquait pas les bois arrachés dans le bocage. Il y a des restes, des tas. Parce que voilà, j'ai connu ça en Provence aussi, des tas de bois arrachés par les bulldozers qui restent sur le bord des chemins et qui pourrissent gentiment pendant des années. Et lui, il travaillait donc ces bois-là. Il en a fait des oiseaux, mais magnifiques, des sculptures en bois d'oiseaux, peints en plus, mais alors d'une beauté plastique invraisemblable. Voilà. Tout ça, quelqu'un qui n'a jamais été aux Beaux-Arts, qui n'a jamais appris la sculpture, qui était un paysan, voilà, puis après un ouvrier, un cadre quand même. Un cadre, oui. Oui. Oui, il a fait son baccalauréat, il a fait des études. Mais voilà, il avait une gouge, il avait un maillet, et il sculptait comme ça, puis après il peignait, mais ce sont des merveilles. Et je suppose qu'ils faisaient les cages aussi. Bah là, les cages, je sais pas, il n'y a pas d'explication sur les cages dans lesquelles sont exposés les oiseaux. Des cages très belles. Mais apparemment, il se promenait, il récupérait aussi ce qu'ils disent quand il se promenait dans le Tyrol, il récupérait des bois, donc il travaillait sur place et il les peignait quand il revenait à l'atelier, quoi. Enfin, dans les bois, il y en a quand même c'est des bois assez durs. Hein, c'est pas bon, le cerisier, c'est un bois magnifique pour la sculpture justement. Mais par exemple, le platane, quand c'est sec, c'est un petit peu difficile à travailler. Et ce qu'il y a aussi dans cette exposition, je l'ai évoqué en début dans la présentation, c'est ces croquis qui sont agrandis, qui sont sur le chemin de ronde. Et je trouve que ça apporte aussi parce qu'ils sont beaucoup plus épurés. Et on rentre peut-être plus facilement dans ce qu'il veut représenter parce que le trait est plus léger, parce que c'est en noir et blanc. Enfin, voilà. Il faut vraiment, ça complète bien ce travail préparatoire, nous amène vers ces tableaux, mais c'est important qu'ils aient pu mettre ces dessins préparatoires. Alors il peint, il dessine, il sculpte. Voilà. Sans avoir jamais mis les pieds dans une école de beaux-arts ou d'art, tout simplement, ou un atelier. Tout est complètement naturel chez lui. Ça vient, voilà, et il fait, et puis voilà. Et le résultat c'est une merveille. Voilà. Donc l'exposition est jusqu'au 27. Merci Piquet. Voilà, c'est la Roche-Aiguë est un lieu absolument. C'est la première fois que je visitais le château parce qu'en plus de l'exposition, du coup c'est à 2 étages du château. Au-dessus, il y a une bibliothèque qui est avec des gros en bois qui est magnifique et il y a surtout une charpente au dernier étage qui est extraordinaire, qui vient d'être faite en bois de chêne. Et elle est magnifique, comment sont imbriquées les poutres et tout, c'est vraiment une très belle visite. Les jardins sont les uns au-dessus des autres avec des thèmes différents. Et là, en hommage à Lucien Poydras, il y a quelques jardins qui sont dans ce qu'il avait représenté sur ses toiles, quoi. Donc c'est un moment extraordinaire, quoi. Vous êtes jaune et desséché, pourquoi madame la colline? Vous êtes jaune et desséché, pourquoi madame la colline? Mes racines on a arraché, je n'ai plus d'eau dans la poitrine, et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies l'herbe était si belle, et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits. Dans les cellules de mes talus, la terre reste prisonnière. Dans les cellules de mes talus, la terre reste prisonnière. Aujourd'hui sur la roche nue, les troupeaux vont dans la poussière, et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle, et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits.
Dans la chevelure de mai qui poussait sur ma tête ronde, dans la chevelure de mai qui poussait sur ma tête ronde, le froid et le vent se brisaient, j'avais chaud avant qu'on me tonde, et l'eau s'enfuit, 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 dans les prairies l'herbe était si belle, et l'eau s'enfuit, 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 j'entends taper le seau sur le fond du puits. Dans les dessous de mes fossés, l'ombre était douce et accueillante. Dans les dessous de mes fossés, l'ombre était douce et accueillante. Les animaux, pour se soigner, y trouvaient des herbes et des plantes. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits. Tout ça est détruit en vitesse quand arrive le bulldozer. Tout ça est détruit en vitesse quand arrive le bulldozer. À la place de toutes ces richesses, on déroule du fil de fer. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits. Les bulldozers individuels, ça fait la joie des paranos. Les bulldozers individuels, ça fait la joie des paranos. Les tronçonneuses, que ça s'appelle, ça fait un peu ciné-porno. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits. C'est la difficulté qui stoppe la frénésie des imbéciles. C'est la difficulté qui stoppe la frénésie des imbéciles. Quand ça résiste, un arbre on coupe, on en coupe sans quand c'est facile. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits. Mon rossignol du bois joli, si tu nous quittes pour toujours. Mon rossignol du bois joli, si tu nous quittes pour toujours. Qui chantera pendant la nuit nos doux messages à nos amours. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits. C'est notre histoire que nous gravions dans les sillons de nos cultures. C'est notre histoire que nous gravions dans les sillons de nos cultures. Chaque chant porté par son nom, témoignage de notre culture. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits. Les noms et les mots, on les rase, les chants reçoivent un numéro. Les noms et les mots, on les rase, les chants reçoivent un numéro. Pour notre histoire et pour nos phrases, le numéro c'est le zéro. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits. Ingénieur du remembrement, dis-nous le montant de ta prime. Ingénieur du remembrement, dis-nous le montant de ta prime. Ma prime c'est 4% sur les talus que je supprime. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits. Sur l'abattage, 4% par talus, ça fait pas beaucoup. Sur l'abattage, 4% par talus, ça fait pas beaucoup. Pour que ça soit intéressant, il faut en détruire beaucoup. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits. Mais pourquoi tant d'acharnement à vouloir que tout on arrache? Mais pourquoi tant d'acharnement à vouloir que tout on arrache? Est-ce que c'est pour le rendement ou pour que personne ne s'y cache? Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits.
ce qu'on décide et ça là-haut, voilà ce qu'on a à leur dire. Ce qu'on décide et ça là-haut, voilà ce qu'on a à leur dire. Si c'est exprès, c'est des salauds. S'ils savaient pas, c'est encore pire. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le son sur le fond du puits. C'était Madame la Colline, interprétée par Gilles Servat. Les expositions, donc Lucien Pouedra, sa mémoire du peintre, c'est à la Roche-Jagu en Bretagne du côté de Paimpol, c'est jusqu'au 27 septembre. Caroli Ferenczi, modernité hongroise au Petit Palais jusqu'au 5 septembre. Ada et Otto Fenris au cœur des avant-gardes au musée de Montmartre jusqu'au 13 septembre. Sylvie Zampolini, dite Zampo, Insectomania jusqu'au 2 novembre au Temple-sur-Lot. Henri Taylor au musée Picasso jusqu'au 6 septembre. Diseuse de silence à la Fondation Villa d'Atrice, c'est la sculpture contemporaine jusqu'au 13 décembre. Le culturel de la semaine. Robert. Ton film. Ah oui, j'ai vu un film qui s'appelle Instinct, avec Anthony Hopkins à la barre, qui concerne la vie d'un anthropologue en Afrique, dans quel bled ? En Ouganda. En Ouganda, où il y a des gorilles. Vous savez que avec cette primatologue là qui a été tuée par des trafiquants d'animaux sauvages. Et ce primatologue Anthony Hopkins, il fréquente une famille de gorilles dans le secteur où opérait donc cette anthropologue américaine, et il se lie d'amitié avec cette famille de gorilles. Il arrive même à passer des nuits à coucher avec eux, à se faire un nid comme eux, etc., etc. Et ils sont vraiment en communion, mais c'est touchant, ça vous fait pleurer. Et malheureusement, tragiquement, une bande de soldats complètement zingos, ils arrivent et ils fusillent toute la famille. Alors Anthony Hopkins, il sauve un bébé qui va planquer dans un buisson, et il a une machette et il attaque les mercenaires, enfin les soldats qui ont massacré cette famille, sa famille, parce qu'il fait partie de cette famille. Il a été adopté par le Dogri, qui est le chef de famille, et voilà, c'est vraiment ses frères, ses sœurs, et ce Dogri, son père, quoi. Voilà. D'ailleurs, son père est blessé à mort, il est sur le flanc couché, et Anthony Hopkins, qui part au massacre des soldats tueurs avec sa machette, il en tue 2-3, et il se fait quand même tataner parce qu'ils sont plus nombreux, et il se retrouve couché en face du Dogri qui est en train de mourir, et l'image est terrifiante parce que tous les deux se regardent, et dans le regard du Dogri, il y a quelque chose qui passe, et voilà, et il meurt tout doucement, et Anthony Hopkins assiste à la mort de son papa, parce qu'il considérait ce Dogri comme son père. Et alors donc, il est rapatrié en Amérique, et en Amérique, il est collé dans une prison complètement à la déglingue, où il y a un quartier réservé aux fous, quoi, en quelque sorte, pour simplifier. Bon. Et voilà, et c'est tout parce que, si vous voulez, ce massacre l'a complètement anéanti psychiquement, et il est complètement égaré, il est rentré dans un mutisme total, il parle à personne, etc., etc. Voilà. Et il est hyper violent, en plus, si jamais il peut tataner
un humain, il n'hésite pas une minute. Hein, voilà, c'est vraiment... il est toujours enchaîné parce qu'il est hyper dangereux. Et voilà, c'est ce film avec un moment dans le film, il y a une rencontre entre lui et un jeune avocat afro-américain qui veut le faire sortir de cette prison et qui essaye de trouver les arguments pour l'innocenter. Mais avant qu'il arrive à sa fin, Anthony Hopkins arrive à mettre les bouts. Enfin, je ne vous en dis pas plus, je ne vous raconte pas le détail, parce que c'est un peu ma mauvaise habitude. Bah oui, exactement, c'est ce que j'allais dire, il faut savoir... Mais c'est un film bouleversant. Il faut juste donner envie. Oui, vous donnez envie, mais les âmes sensibles, comme on dit, s'abstenir, hein, parce qu'il faut vraiment être solide pour pouvoir résister, surtout au massacre de cette famille de gorilles. Ouais, alors moi je suis allée au cinéma, je suis allée voir... le dernier film de Ryusuke Hamaguchi, là, Soudain, ce film qui a eu double récompense d'actrice, de meilleure actrice au Festival de Cannes pour Virginie Efira et Tao Okamoto. C'est un film qui dure 3h15, c'est un film dont on ne s'ennuie pas, donc c'est important de le préciser parce que la durée peut au départ faire un peu peur, et c'est vraiment une très très belle histoire qui est ce que vont s'échanger ces deux femmes qui vont apprendre à se connaître, et on comprend pourquoi elles ont toutes les deux été primées, parce qu'en fait l'une ne peut pas exister sans l'autre, c'est vraiment leur interaction tout au long du film, ce qu'elles se racontent, comment l'une écoute l'autre, qui fait que elles sont extraordinaires, plus le contexte dans lequel est fait ce film, dans un EHPAD où Virginie Efira est directrice et veut améliorer la condition des résidents, justement, avoir plus d'attention sur le soin qu'on leur apporte, et la rencontre avec cette japonaise qui est atteinte d'un cancer, et en fait comment elles vont s'apporter mutuellement tout au long du film. C'est très très beau. Et ce film est tiré d'un fait réel, c'est-à-dire que le réalisateur, qui est japonais, et d'ailleurs qui a tourné en France sans parler un mot de français, c'est ça qui est assez incroyable, a trouvé, c'est un échange de lettres entre une anthropologue justement médicale et une philosophe japonaise, et donc qui raconte cette histoire, donc cette philosophe qui est atteinte du cancer, et donc à partir de cette correspondance, il a tiré vers une fiction en reprenant l'essence même de cette correspondance, et ça fonctionne très très bien. Vraiment, c'est un film. Moi, il faut aller le voir. Il faut soutenir ce cinéma. Et ce qui est important, c'est de voir que ce qu'il explique, c'est que ce film, en fait, n'aurait jamais pu exister au Japon. Il ne peut exister qu'en France, parce qu'on a encore en France des producteurs qui prennent le risque de faire des films qui peuvent être un peu lents, qui prennent le temps de filmer, d'attendre que les échanges se fassent et que la magie opère. Donc voilà, c'est d'ailleurs au cinéma, quand j'y suis allée, c'est la première fois que je vois ça, il y avait après les bandes annonces, il y a 5 minutes d'explication sur comment est financé le cinéma français. Donc on a encore un peu de chance pour l'instant d'avoir un cinéma français qui peut autoriser des films comme ça, quoi. Et quand Pikikou m'a raconté sa séance de cinéma en pleurant, j'ai pleuré aussi. Oui, parce que c'est vraiment... C'est pour vous dire qu'il faut y aller avec un petit pas, quoi. Mais j'ai moins pleuré en regardant le film qu'en te le racontant. Je pense que c'est l'émotion qui est ressortie avec certaines scènes qui sont effectivement magnifiques, quoi. Et j'ai lu pas mal pendant les vacances, mais je vais parler du dernier livre que j'ai lu. C'est la découverte d'une autrice qui s'appelle Elif Shafak. Alors moi, je découvre les autrices des fois très tardivement, parce que c'est une autrice turque qui est très connue, et le livre que j'ai lu, c'est La bâtarde d'Istanbul. C'est un livre qui a été écrit il y a déjà 20 ans. Mais je suis rentrée, elle nous plonge dans la Turquie. En fait, elle mêle c'est un peu des sagas où il y a des personnages il y a un personnage qui vit aux États-Unis, il y a une famille turque, il y a une famille arménienne, il y a toutes ces femmes qui vivent ensemble à Istanbul, où elles sont sœurs, elles ont des personnalités très différentes, où les hommes meurent très jeunes. Et il y a un oncle qui a migré aux États-Unis justement pour échapper à cette malédiction de mourir avant 41 ans.
Et je trouve qu'il y a une description de cette ville, on a envie d'y aller tout de suite, quoi. Il y a une description des repas, il y a ces personnalités de femmes, enfin c'est vraiment une écriture, moi, qui m'a complètement séduite, et une intrigue aussi qui m'a passionnée. Donc une très belle découverte que cette autrice Elif Shafak. Et c'est vrai qu'Istanbul, voilà, c'est magnifique, il n'y a aucun doute. La mosquée bleue, etc. Et donc celui-ci, la bataille d'Istanbul, revient sur le génocide arménien qui reste en Turquie en tout cas il y a 20 ans on ne pouvait pas en parler depuis qu'il y a... Ouais, c'est pareil maintenant. Voilà. Et donc Elif Shafak a même a été mise en examen, en procès, parce que justement certains de ses personnages arméniens parlent de la Turquie voilà. Génocidaire. Voilà, génocidaire. Et comme elle est soutenue, elle a été beaucoup soutenue, elle n'a pas eu de peine, mais elle pouvait encourir une peine de prison pour avoir fait dire à ses personnages certains propos sur le génocide. C'est ça les pays démocratiques. Hein. Voilà. Donc moi vraiment à conseiller, là j'en ai commencé un nouveau qui s'appelle L'architecte du sultan, là qui plonge dans la Turquie à l'époque ottomane. Mais en fait je m'aperçois que tous ces livres d'atmosphère, je trouve que quand c'est bien décrit, on y est, quoi. On est vraiment dans ces rues, où là, dans cette famille, dans ces repas, où la préparation des repas, on a les parfums, les odeurs, les mets qui nous arrivent directement. Enfin c'est absolument extraordinaire. Magnifique. Et tout de suite, sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois 100 loués, sans courbette, le coucou à nos amants, Claude et André de la Noration, Claude et William, nos poteaux de Brest. Salut les poteaux, on vous aime. Voilà, ils peuvent aller jusqu'à Paimpol, s'ils ont envie de faire un petit tour. Bon, c'est à Brest-Paimpol, c'est peut-être 1 heure, 1 heure et demie, mais bah ils oui, peuvent aller alors jusqu'à faut vous Paimpol. bouger là les Brestois. Hein. Bon, aidez. Jean-Paul Souvraz, un immense grand peintre de Schnorr, de coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, qui fait des petits sandwichs jambon beurre top, avec un petit coup de rouge, ou 2 petits coups de rouge, ou 3 petits coups de rouge. Et puis nos graveurs comme Thierry Morciot, le pape de la gravure bruxelloise, un homme charmant, qui se prend pas la tête, qui la joue pas grand artiste, mais qui s'en est un grand artiste. Sophie Bilotry-Prage, une graveuse peintre versaillaise. Alice Amoroso, une très très jeune graveuse artiste, voilà, engagée. Paul Villoula, un de ses poteaux, voilà, un graveur et un peintre aussi engagé, superbe. Agnès Dubart, une graveuse émérite dont on a connu l'œuvre à Lille, et qui après est partie en Ariège, et maintenant se retrouve en Bretagne Sud, mais une graveuse, une grande aussi. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge. Le Vincent Van Gogh de la taille d'épargne. Juliette Planche, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, qui ouvre son atelier, comme Agnès Dubart, qui ouvre son atelier pour les gens qui veulent s'initier à cet art magnifique de l'estampe de la gravure. De la gravure sur cuivre, de la gravure d'épargne sur bois ou sur linoléum. Corinne, Anne-Emmanuel, Fredo et Sabine, un quartet d'artistes, peintres, sculpteurs, aquarellistes. Ouais. Corinne m'a envoyé sa photo de sa dernière sculpture, sa dernière tapisserie sur la paix. C'est Corinne la tapissière. Voilà. Voilà. Corinne qui fait des tapisseries extraordinaires. Ouais. Jacqueline et Raymond Imbert, hélas aujourd'hui décédés, disparus. Voilà, qui était Jacqueline, une peintre, et Raymond Imbert, un peintre aussi, le maillon manquant, le chaînon manquant entre la traction et la figuration. Non, un grand artiste, soutenu par une épouse magnifique. Un Geneviève, alors, Colette et Odon, aussi une femme et un homme artiste, voilà, Colette qui supportait son artiste Odon avec ferveur, tous les deux aussi repartis sur les prairies du Grand Manitou. Jacqueline et Raymond Imbert, j'en ai déjà parlé. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui elle aussi
a pris la route du paradis, notre sorcière bien-aimée. Claudine et Laurence, alors, Claudine, une amie à ma camarade Piquet-Cou, et Laurence, une amie à ma camarade Piquet-Cou, mais qui en plus est une écrivaine renommée de polar. On ne croirait pas la voir. Elle est très timide, elle est très effacée, mais elle en a dans la plume, comme on dit. Dominique Paul-Lardouin, une galériste, hélas, aujourd'hui, elle aussi. On va bientôt avoir une revue complètement nécrologique. Voilà, Paul Lardouin, une galériste qu'on aime beaucoup, très humaine. C'est pas le cas de tous les galéristes, on peut pas dire. Hein. Et puis qui a pris aussi le chemin du paradis, comme sa maman, Thérèse Franco. Voilà, deux galéristes qui ont compté dans l'histoire du Paris et des arts. Marie Dognaud, alors là non, elle est bien vivante, elle est toute en forme, très belle dans sa galerie Kaléidoscope, où elle présente où elle a garni des cimaises d'œuvres tout à fait passionnantes. Antoine Manoury de Panam Swing, un trio de musicos totalement inconnus du monde entier, mais sauf de ma camarade Piquet-Cou qui connaît des choses ou des gens ou des entités. Je suis un peu jaloux quand même. Enfin, bon, c'est ça le réseau. Je la supporte. C'est ça. Florence d'une radio ONI, une présentatrice de 3 émissions en direction des enfants et de leurs parents, pour dire que c'est une ancienne instite et donc elle sait de quoi elle parle et elle en parle très bien. Et enfin, Anna Sinoratska, une peintre polonaise magnifique, qui en ce moment freine un petit peu sur son travail de peintre, parce qu'elle aussi elle est maître de conférences à l'université lilloise de Lille. Voilà, donc elle a beaucoup de responsabilités, beaucoup plus qu'avant, et donc elle peint beaucoup moins qu'avant. Voilà. Salut à tous, les copains, les copines. On se finit avec Mélismel. Faut vivre. Salut tout le monde. Malgré l'écran suette une néance, et pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'en
qu'on dise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.